te rappelles Yu-Gi-Oh? Tu veux dire le truc qui nous a fait croire que Yu-Gi-Oh était un jeu super épique avec des hologrammes plus vrais que nature, de grandes déclarations solennelles à chaque carte posée et des coups de théâtre permanents qui prouvent que rien n'est impossible et qu'il faut persévérer jusqu'au bout? Oui, et ça a marché. La popularité du jeu s'est énormément développée grâce à la série, et beaucoup de ses spectateurs s'y sont mis. Bah déjà parce que le jeu n'existait pas avant la série. Bon, désolé pour ce gag d'intro débile, c'est ce qui arrive quand on fait des vidéos depuis presque 14 ans et qu'on est complètement con. Pardon. Mais cette entrée en matière n'est pas totalement sans intérêt, car elle nous permet d'apporter d'emblée quelques précisions importantes. Premièrement, contrairement à Hikaru no Go qui nous a donné envie de nous mettre au go, nous n'avons jamais été des joueurs de Yu-Gi-Oh! Ainsi, nous ne connaissons le jeu qui dans la série s'appelle Duel de monstres que par le biais de Pesme qui y a un peu joué, et par le biais de vidéos YouTube explicatives qui nous ont intrigués. J'ai pour ma part joué à Magic quand j'étais au collège, donc j'ai une vague idée de ce à quoi peut ressembler une partie de jeu de cartes à collectionner, mais Yu-Gi-Oh! C'est très différent. Y a pas de mana et plus d'effets de cartes non standardisés, donc c'est plus libre. Et la série abuse de cette liberté dans son interprétation des règles. Nous ne sommes pas en mesure de l'apprécier à la lumière de ce qu'est le vrai jeu dans la vraie vie. Mais vous verrez que ce manque d'expérience sera davantage une force qu'un point faible de notre analyse. Deuxièmement, notre rapport à Yu-Gi-Oh! A une histoire qui est liée à Hikaru no Go, et ce lien a deux conséquences. Premièrement, je veux dire 2A, c'est le premier point du deuxième point. Par le 7e pouvoir du pouvoir. Faut que j'arrête de te laisser faire les plans de review. Nous avons initialement regardé Yu-Gi-Oh! Dans un but comparatif avec Hikaru no Go, dans lequel il est aussi question d'un adolescent possédé par un fantôme très fort au jeu. Nous n'avons de ce fait jamais eu l'intention de regarder autre chose que la série Duel Monsters, c'est-à-dire celle dont Yugi et son pharaon sont les personnages principaux. Nous avons regardé la saison 0 par curiosité et reviendrons dessus, mais pas lu le manga, puisque nous savons que l'anime en est adapté relativement librement. La question de la fidélité d'adaptation nous est donc plutôt indifférente concernant Yu-Gi-Oh! Ainsi, soyez pas déçus, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de Yugi et du pharaon dans l'anime. Le reste, faut jamais dire jamais, mais c'est pas pour aujourd'hui. 2B, au sujet de Faut jamais dire jamais. Ayant regardé la série pour notre culture générale à l'occasion de notre vidéo sur Hikaru no Go, nous ne l'avons pas vue dans l'optique d'en faire une review. Nous en avons toujours eu une opinion très favorable dans l'ensemble, mais en vertu de ce que nous pensions être sa grande popularité, nous avons pendant des années dit que nous n'en ferions pas. Nous avons changé d'avis là-dessus, comme nous avons changé d'avis sur les malheurs de Sophie ou la forêt de l'étrange. Au fond, les gens n'en parlent pas tant que ça, et nous avons des choses à dire dessus qui ne sont pas forcément beaucoup dites. Donc allons-y, faisons-nous plaisir, et pour commencer, rendons ces lettres de noblesse au véritable héros de cette série. Lui là. Wow, tout ça pour un jeu de cartes. Gloire à toi, figurant random de l'arc de Batailleville. Reste à jamais dans les mémoires pour cette immense perle de sagesse. Bon, sinon, Duel Monsters. Même en ne connaissant que la saison 0 et la première série importante, une chose saute aux yeux. Yu-Gi-Oh! C'est pas One Piece. Si la franchise veut changer d'avis radicalement sur l'intrigue, elle n'hésite pas. Elle n'a pas pour ambition de donner à croire qu'elle déroule une trame narrative prévue de tout temps de A à Z. On lui pardonne parce qu'on nourrit relativement peu d'espoir côté scénario, et le peu qu'on nourrit est satisfait. On y reviendra. Le problème, c'est que nous, il va bien falloir qu'on fasse comme si l'histoire était cohérente. Donc le résumé qu'on va vous livrer est le résultat d'un ensemble de retcons, mais il a le mérite de donner quelque chose de facile à comprendre et de rapide à énoncer. Il était une fois un peintre, Maximilien Pegasus. Pegasus J. Crawford en VO. Il avait en permanence une serviette sur la tête. L'insouciance de sa jeunesse fut brutalement interrompue par la mort de sa bien-aimée qui succomba à une maladie peu après leur mariage. Dévasté et prêt à tout pour contrer ce mauvais tour du destin, il fit ce que fit Stephen Strange après son accident. Il partit en quête d'une magie qui permettrait de retrouver sa bien-aimée par-delà la mort. Il voyagea donc en Égypte. Là, il fit la connaissance du mystérieux Shadi, qui lui dit que lui, Pegasus, avait été choisi pour être le porteur d'un des 7 objets du millénium, des artefacts imprégnés d'une magie obscure, datant du règne d'un pharaon dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Plus précisément de l'œil du millénium qui... Oui, bon, vous avez compris. La clairvoyance et la connexion mystique à l'Égypte ancienne octroyée à Pegasus par cet œil du millénium le poussèrent à employer ses talents de peintre à une improbable besogne. Créer, à partir des monstres représentés sur les bas-reliefs égyptiens de l'époque des objets du millénium, un jeu de cartes, le duel de monstres, mêlant si habilement hasard et stratégie qu'il devint vite le jeu le plus populaire du monde. En soi, ce jeu n'est qu'un jeu. Tout ça pour un jeu de cartes. Il n'est pas magique. Mais dans l'ancien temps, les monstres représentés sur les bas-reliefs étaient réellement des entités spirituelles pouvant être invoquées par des sorciers pour les défendre. En les représentant sur des cartes, Pegasus a ressuscité dans le monde moderne cette antique pratique du jeu des ombres qui s'était éteinte après le règne du pharaon sans nom. En sommeil dans un jeu de cartes, le jeu des ombres pourrait renaître tout à fait si des circonstances favorables étaient réunies. Ces circonstances font encore intervenir deux protagonistes. Il était une fois un orphelin, Seto,
exceptionnellement intelligent et aussi passionné qu'expert pour tous les jeux de stratégie que l'imagination humaine puisse concevoir. Il avait une tête en forme de pinceau. Pour offrir un avenir à son petit frère Makuba, Mokuba en VO, il défia le richissime mania de l'armement Godzaburo Kaiba aux échecs. Si Seto gagnait, Godzaburo devait l'adopter, lui et son frère. L'homme malfaisant, arrogant et réputé imbattable accepta le défi par pure cruauté, mais il perdit. Seto triompha. Devenu alors Seto Kaiba, il fut éduqué à devenir un entrepreneur impitoyable. Le résultat dépassa les espérances de Godzaburo. Seto évinça son père adoptif et transforma la Kaiba Corp, son entreprise d'armement, en champion de l'industrie du divertissement. Désormais, son produit phare était un générateur holographique créé par Seto lui-même pour faire apparaître les monstres du duel de monstres pour lequel Seto s'était passionné comme s'ils étaient réels, comme au temps du jeu des ombres. Seto Kaiba lui-même devint champion du monde incontesté du duel de monstres, mettant à profit son immense fortune et son incroyable détermination pour regrouper les cartes les plus rares, dont 3 des 4 seuls exemplaires existants du monstre basique le plus puissant du jeu, le dragon blanc aux yeux bleus. Mais un élément perturbateur manque encore pour faire de ce statu quo le théâtre des événements dramatiques qui structureront l'intrigue. Il était une fois un archéologue, Salomon Muto, Sugoroku Muto en VO, passionné par les jeux. C'est un leitmotiv, les jeux sont le sujet de la série. Il se mit en quête du tombeau du pharaon sans nom qui jadis neutralisa la force maléfique qui menaçait de détruire le monde et mit du même coup fin au jeu des ombres. Rusé et curieux, Salomon Muto put, malgré la trahison de ses guides, déjouer les énigmes du tombeau du pharaon et récupérer non pas une momie, mais un puzzle, le puzzle du millénium, l'un des 7 objets du millénium. Inconscient du pouvoir ténébreux de cet objet et incapable de l'assembler lui-même, tant la complexité du puzzle est incommensurable, il l'offrit, une fois de retour au Japon, à son petit-fils, Yugi. Yugi avait des yeux en forme de disque laser. Mais surtout, il était petit, timide, introverti donc solitaire, et prodigieusement intelligent. Cela lui prit 8 ans, mais, dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons, il finit par réussir à assembler le puzzle du millénium. Cet acte exauça son vœu d'avoir des amis, c'est très important, la série aime beaucoup le rappeler donc on le mentionne maintenant, même si on le détaillera plus tard. Et surtout, eut un autre effet majeur. Quel effet mystérieux? Nous en parlons tout de suite et on arrête avec le ton épique parce que ça saoule la force. L'effet majeur donc. Lorsque le besoin s'en fait sentir par le pouvoir du puzzle du millénium, Yugi se transforme en une version plus grande, plus audacieuse, plus affirmée de lui-même. On pourrait croire qu'il s'agit réellement de la vraie personnalité de Yugi, que celui-ci dissimule aux autres et à lui-même par timidité, et nous reviendrons sur le fait qu'on pourrait croire ça, mais aucun mystère n'est fait dès le prologue introductif, qu'il s'agit en réalité de l'âme du pharaon sans nom. Les pubs à la télé traduisaient le titre Yu-Gi-Oh par « le maître des jeux ». Le pharaon est ce fameux maître des jeux. Le destin a voulu qu'il revienne dans le monde des vivants au moment opportun pour mettre un terme définitif à la menace qu'il n'a pu que juguler dans le passé. La défaite qu'il infligera à Seto Kaiba lors de leur première rencontre intriguera les puissances obscures qui attendent l'horreur tapie dans les ténèbres et mettront en mouvement des forces dépassant l'imagination que seule la réunion des 3 éléments que nous avons présentés pouvait libérer. Wow, tout ça pour un jeu de cartes. Partant de là, quelques considérations préliminaires. La série a exactement la même structure que Yu Yu Hakusho. Avant que l'intrigue ne se centre complètement sur ce qui sera son sujet principal, le duel de monstres dans Yu-Gi-Oh!, les combats dans Yu Yu Hakusho, il y a des péripéties de début qui n'ont pas été adaptées dans l'anime Yu Yu Hakusho sur la partie où Yuzuke est un fantôme, et qui dans Yu-Gi-Oh! Constituent la saison 0 sur laquelle on a dit qu'on reviendra plus tard, donc sur laquelle on va pas s'étendre maintenant. Puis il y a un ensemble introductif qui dans Yu Yu Hakusho inclut plusieurs mini-arcs allant de celui des 3 démons à la rencontre avec Yukina, et qui dans Yu-Gi-Oh! Correspond à l'arc du royaume des duellistes, dont Pegasus est le méchant, avec 3 brefs épilogues, la rencontre avec Rebecca, le monde virtuel et les monstres des dés. Ensuite, il y a le gros arc central de tournoi, qui est à la fois le plus dense, le plus structuré et le meilleur. Celui de Toguro dans Yu Yu Hakusho, et celui de Batailleville dans Yu-Gi-Oh! Dont le méchant est un certain Marek. Il y a, enclavé dans celui-ci, un petit arc filler, celui de Noah, qui ne correspond à rien dans Yu Yu Hakusho. Après, il y a un arc épouvantablement nul qui se prend beaucoup trop au sérieux pour ce qu'il est, qui essaye tant bien que mal de succéder au gros arc central en se livrant à une surenchère aussi excessive que ses ficelles sont grossières, et où on fait faire au personnage des choses out of character pour qu'il puisse continuer à y avoir des enjeux. L'arc de Sensui dans Yu Yu Hakusho, l'arc de l'Atlantide dans Yu-Gi-Oh! Et enfin, après un arc de tournoi plutôt standard mais rafraîchissant après l'arc de l'Atlantide dans Yu-Gi-Oh! Qui ne correspond à rien dans Yu Yu Hakusho, un dernier grand arc final qui se passe dans un autre monde et qui est très différent du reste. Celui du monde des démons dans Yu Yu Hakusho, celui de l'Égypte dans Yu-Gi-Oh! Celui de Yu-Gi-Oh! Comble beaucoup plus les attentes du spectateur que ne le fait celui de Yu Yu Hakusho, mais dans l'ensemble, ces 2 arcs sont loin d'être les plus intéressants de leurs séries respectives et donnent le sentiment qu'il était grand temps que la série s'arrête. Et puis il y a Capsule Monsters, on verra ça plus tard. Et des films, on en dira quelques mots.
Partant de là, une question se pose. Qu'est-ce qui est intéressant dans Yu-Gi-Oh? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'on la regarde? Est-ce pour le scénario? Pas tellement. Son caractère exubérant est plaisant, mais plus encore que dans Yu Yu Hakusho, il a tendance à partir dans tous les sens et ne brille ni par sa profondeur, ni par sa cohérence, que ce soit en VF ou en VO. Est-ce pour ses personnages? Il y a dans Yu-Gi-Oh de très bons personnages. Même si certains ne sont pas toujours appréciés par le scénario à leur juste valeur, je ne vise personne mais suivez mon regard. On prend donc plaisir à les voir vaincre leurs adversaires, et quand ils sont l'adversaire, on se délecte de leur côté over the top. Mais ils ne sont pas le point fort de la série. S'ils avaient dû l'être, alors il aurait fallu les approfondir davantage, et certaines bizarreries liées probablement à des idées contradictoires lors des différentes phases d'écriture empêchent cette profondeur d'être au rendez-vous. Est-ce pour l'humour? Il est vrai que sans que ce soit forcément voulu, le fait d'en faire des gigatonnes autour d'un simple jeu de cartes comme si c'était une question de vie ou de mort pour le monde entier, ou pire encore que la vie ou la mort du monde entier se décide sur des parties de jeux de cartes à collectionner, c'est drôle quoi, c'est juste super drôle. Comment ça, sans que ce soit forcément voulu? Bien sûr que c'est voulu! Ça se voit que c'est voulu! Je suis totalement convaincue que c'est une série parodique et que ça l'aide tout à fait volontairement. Que ce soit en VF ou en VO, des urgences médicales sont subordonnées au bon déroulement de parties de jeux de cartes qui ne sont envisagées par leurs organisateurs comme rien d'autre que des parties de jeux de cartes. C'est de la comédie, c'est évident! Donc on regarde la série parce qu'elle est drôle. Non. Elle est drôle, mais on ne la regarde pas pour ça. Et je te le dis alors que je regardais Pokémon pour ça. Alors pourquoi on regarde Yu-Gi-Oh? Eh bien, alors qu'on regardait Initial D pour son ambiance et pas à proprement parler pour les courses, alors qu'on regardait Prince of Tennis pour ses personnages hauts en couleur et pas tellement pour le tennis, alors qu'on regardait Kuroko's Basket pour son souffle épique et le grand drame vécu par les personnages centraux qui se trouvaient simplement tournés autour du basket, alors qu'Hikaru no Go nous touchait pour la détermination des personnages plus que pour les parties de Go elles-mêmes qui ne nous étaient montrées que partiellement, ce qui est le plus intéressant dans Yu-Gi-Oh, c'est vraiment les duels eux-mêmes. L'intrigue essaye souvent d'être davantage qu'un prétexte à faire s'enchaîner les duels. Parfois elle y réussit, parfois moins. Mais quand les duels sont réussis, peu importe le contexte, on attend qu'une chose, c'est que les personnages sortent les cartes et commencent à jouer. Joey et Théa vont se faire enlever par les sbires de Marek? Oui, c'est très bien, mais on s'en tape complètement. Nous, on veut savoir comment le pharaon va faire pour battre le combo infernal du mime avec sa carte de dieu égyptien. Et j'ai beau l'avoir dit dans des termes péjoratifs, c'est une réussite objective pour une série sur un jeu ou un sport ou autre, de passionner le spectateur pour l'activité en question lorsqu'elle est pratiquée dans le récit. Vous qui regardez la vidéo et jouez à Yu-Gi-Oh IRL, vous êtes peut-être d'ores et déjà en train de fulminer parce qu'à vos yeux, les duels dans l'animé c'est du grand n'importe quoi qui n'a aucune logique au regard de ce qu'est le jeu dans la vraie vie. Pas de panique, nous nous exprimons sur le sujet. Mais il y a un point que nous devons aborder avant. Si on peut se passionner pour les duels dans Yu-Gi-Oh, c'est à cause d'un élément formel très précis. Là où la plupart des animés sur une discipline compétitive a plutôt recours au visuel pour lui prêter un caractère épique qu'elle n'a pas forcément de prime abord, tout le monde pense aux dinosaures dans Prince of Tennis ou au Goban lumineux dans Hikaru no Go, Yu-Gi-Oh semble consciente qu'elle ne pourra pas faire comme ça. Déjà parce que l'animation n'est ni hyper détaillée ni hyper fluide. Ensuite, certes, les monstres apparaissent sur le terrain, mais bien qu'ils puissent aller vraiment très loin, et même si ces hologrammes interagissent parfois entre eux d'une manière trop spécifique pour réellement faire partie des règles du jeu, ce ne sont que des hologrammes, et cet état de fait nous est souvent rappelé. Certes, les personnages souffrent physiquement des dommages qui leur sont infligés car Kaiba est un sale con, et du coup sa technologie est ainsi faite, son concepteur ayant recherché une immersion maximale du joueur dans la partie, mais une séparation est faite entre la technique et le fond, si bien que la série ne peut pas se reposer sur les visuels. Alors que fait-elle ? Elle est extrêmement verbeuse. Les personnages font de grandes envolées lyriques pour décrire l'objectif rempli par l'action qu'ils sont en train d'entreprendre dans le jeu, agrémenté de considérations de toutes sortes sur ce que le duel en cours représente pour eux, et de provocations envers leurs adversaires. Ça donne des trucs comme ça. Malheureusement, je crois que tu viens de jouer ton dernier tour, Maraki. L'exploseur de l'âme va se lancer à l'attaque de ta carte de dieu égyptien et tu n'y survivras pas. Maintenant, je te laisse admirer comment je vais réduire en purée ce dragon que tu crois indestructible. Où ça? Si tu connaissais les cauchemars qu'il renferme dans son ombre, tu tremblerais de tous tes membres. Sous le masque des ténèbres qu'il jette sur mon côté du champ de bataille, il est impossible pour toi de voir les créatures que j'invoque. Par contre, il laisse ton côté totalement à découvert et vulnérable à la moindre de mes attaques. Ça donne froid dans le dos, n'est-ce pas, Yuki? Les ténèbres réveillent nos peurs et s'en nourrissent. Elles envahissent notre esprit jusqu'à nous empêcher de penser et nous rendre incapables de combattre. La moindre phrase est bourrée d'adjectifs superflus mais savoureux. Les dialogues sont écrits dans un style assez littéraire qui emploie un vocabulaire soutenu et varié dans des phrases longues et complexes. Cette sombre dimension dans laquelle nous nous trouvons s'appelle le Royaume des Ombres. Il s'agit d'un endroit mystique où l'on peut invoquer d'impensables monstres et où l'impossible devient possible. Parfois trop. Il y a des années, à l'occasion d'un top 10, nous avons relevé une réplique où, à notre sens, le dialoguiste s'était emmêlé les pinceaux et faisait dire 2 fois la même chose au pharaon. Entre nous, Léo, est-ce que tu t'es donné autant de mal dans le seul but de nuire à la Kaiba Corp?
Ou est-ce que tu agis selon la volonté de ton frère? En fait, cette phrase avait le sens voulu. Le pharaon demande au gamin s'il agit par haine de la Kaiba Corp ou par désir de faire plaisir à son frère. Il l'interroge sur le fond de sa motivation. Mais c'est écrit de façon tellement verbeuse qu'on se sent embrouillé. Autre exemple. Seuls les êtres humains ne peuvent s'empêcher de nier l'évidence. Attends, ne peuvent s'empêcher de nier. Ouais, ok, les humains nient l'évidence, c'est plus fort qu'eux, et ils sont les seuls à le faire. La phrase est tout à fait sensée malgré l'empilement de négations. Voilà, ça paraît un peu nébuleux du fait d'être si écrit. Il y a des personnages plus sentencieux que d'autres. Le pharaon et Kaiba sont de particulièrement bons clients pour ça, par exemple. C'est bien pour ça que leurs duels sont les plus jouissifs. Mais cette considération sur l'écriture des dialogues pose la question de la VF. Elle est traduite de la version américaine, lourdement modifiée par rapport à la VO, comme c'était la norme à l'époque. Néanmoins, ce qui est dit en VF nous paraissait rarement assez bizarre pour nous donner envie de vérifier dans la version originale, comme nous l'avons fait pour les Chevaliers de l'Outre-Monde. Donc c'est Pesmé qui s'y est collé. Oui, quand j'ai accepté, je savais que ça allait être instructif, mais j'avais aucune idée de l'ampleur du truc. Alors, vous voyez cette image super connue qui a tourné partout sur internet avec les sbires de Pegasus qui pointent du doigt Kaiba parce que la censure américaine a fait disparaître les flingues? C'est pas la partie émergée de l'iceberg, c'est le ciel au-dessus de l'iceberg. Si vous regardez sur mon écran, la version occidentale de Yu-Gi-Oh! A été revue et corrigée de fond en comble, et 4Kids y a mis les gros moyens. Tous les épisodes sont bourrés de petites et grosses modifications par-ci par-là, visuelles ou sonores. Énormément de choses ont été redessinées, donc ça sert à rien d'essayer de lister les changements, ça prendrait des heures. Mais je dirais que ça se regroupe en 4 grosses catégories qui sont un peu entremêlées les unes avec les autres. Déjà, il y a tout ce qui est occidentalisation des visuels. Ça inclut toutes les inscriptions en japonais qui ont été gommées par les Américains. Quand on le sait, on voit que ça. Mais surtout, bien sûr, le look des cartes. En version américaine, il n'y a pas d'écriture sur les cartes qui sont montrées à l'écran et les illustrations sont souvent changées. Bah bien sûr, il faut que les cartes dans le dessin animé ressemblent à celles qui sont vendues dans le pays du spectateur. Là-dessus, ils ont fait un énorme travail parce que c'est omniprésent. De temps à autre, ils oublient de corriger une renaissance du monstre et on voit l'encre de la VO au lieu de l'espèce de plumeau de la VF. C'est une dague! Je crois que c'est aussi censé être un hank. Mais bref, ils ont été assez rigoureux là-dessus. Ensuite, il y a la censure de base. Ça, c'est les boissons alcoolisées comme le vin que Pegasus boit avec son gorgonzola. Oui. La nudité sur les cartes ou ailleurs, la religion, tout ce qui est croix a été transformé en bloc informe, et tout ce qui est violence directe style coup de poing ou, notoirement, les armes à feu remplacées par des mecs qui pointent du doigt dont je parlais tout à l'heure. Le problème ne se pose pas si souvent au cours de la série, mais je dirais une grosse dizaine de fois sur 200 épisodes et quelques. Et aussi tout ce qui a trait à la romance ou les blagues de pervers qui ont été remplacées par des dialogues bidons qui ne trompent personne. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une télévision de cette taille? C'est ça, grand-père, je suis toute prête à croire que c'est la télé qui vous intéresse. Il y a aussi tout un arsenal d'euphémismes pudiques pour pas dire qu'un personnage risque sa peau, ou pas avouer que des personnages de flashback sont clairement morts. Je dirais qu'on peut inclure aussi dans cette deuxième catégorie tout ce qui est censure de morts de monstres un peu trop graphiques qui sont soit coupés, soit modifiés avec des effets de lumière. Et ensuite, en parlant d'effets de lumière, il y a la grosse arnaque du Royaume des Ombres. Faut expliquer un peu. Les personnages en possession d'un objet du Millennium peuvent convoquer ce qu'ils appellent un jeu des ombres. Le concept provient de la saison 0, mais en gros, les participants engagent leur âme dans la partie, et le perdant écope d'une punition spirituelle et tombe dans le coma. C'est valable en VF comme en VO. Les Américains ont vu une aubaine dans ce concept, donc la VF essaye souvent de nous faire croire que telle ou telle situation mortelle est en fait un jeu des ombres caché, et que le perdant va seulement perdre son âme, pas mourir. Ça ne trompe personne. Concrètement, ça se traduit par une insistance énorme des dialogues sur le fait que l'âme du personnage qui va mourir sera envoyée au Royaume des Ombres, et surtout sur des effets visuels style brume violette pour faire croire que des trous sans fond sont des portails dimensionnels vers le Royaume des Ombres, ou que des scies circulaires normales sont des scies circulaires magiques qui envoient au Royaume des Ombres. Bon, dans l'arc de l'Atlantide, ils s'embêtent même pas avec ça, avec le petit frère d'Alistair qui s'est fait enlever par des obus. Ils l'ont emmené. Ils ont emmené mon frère. Oui, donc les modifications visuelles, la censure de base, le coup du Royaume des Ombres, c'est quoi le quatrième truc? C'est le plus dur à définir et à comprendre. C'est tout ce qui est réadaptation de l'intrigue. Alors ça, c'est pas unique. Shinzo fait aussi des choses comme ça, mais en gros, il y a eu un remontage de certaines scènes, des plans qui sont pas dans le même ordre, des flashbacks qui sont pas au même endroit, dans des buts parfois incertains.
Parfois c'est simplement que des personnages sont présentés en VF alors qu'ils seront présentés plus tard en VO. C'est rarement pour changer l'histoire radicalement. Un japonais et un français qui se raconteraient l'histoire l'un l'autre s'y retrouveraient globalement, mais pour en changer la connotation. Ça peut être des amnésies en VO qui deviennent du contrôle mental en VF avec l'image qui est même modifiée dans ce sens. Parfois c'est les motivations des personnages qui sont réinterprétées. Par exemple en VO, Marek veut juste tuer Yugi alors qu'en VF il veut récupérer le puzzle du Millennium. Il y a plein d'exemples comme ça. Un qui est assez récurrent, c'est l'attitude de Kaiba. En VO, il est légèrement moins revanchard envers Yugi et méprisant envers Joey, et légèrement plus dans un esprit de rivalité de shonen. Comme je disais, au final, ça finit par revenir un petit peu au même, mais je pense qu'ils ont voulu essayer d'ajuster la psychologie des personnages aux sensibilités occidentales. Et donc au final, pour le côté sentencieux des duels, c'est aussi dans la VO? Alors, mis à part les cartes et les hologrammes qui ont été lourdement redessinés, les duels sont ce qui a été le moins modifié. Il y a plus de magie dans les duels en VO qu'en VF, mais le déroulement est généralement équivalent. Après, on a l'impression que les répliques sont moins grandiloquentes en VO, mais va savoir si c'est parce qu'elles sont réellement plus neutres, ou si c'est dû au sous-titre qui n'a pas restitué le ton employé par les personnages. Dans tous les cas, ce ton solennel et ces phrases très écrites sont un élément assez frappant des dialogues de la série en VF. C'est assez unique, j'ai pas à l'esprit une autre série qui soit comme ça. On ne rigole pas avec les duels dans Duel Monsters. D'ailleurs, si Hikaru fait des parties de Go pour le plaisir, et qu'il est tout à fait envisageable pour lui et Akira de se retrouver tous les dimanches pour jouer ensemble, ça n'arrivera pas aux personnages importants dans Yu-Gi-Oh! Les duels ne se feront que dans le cadre de compétitions officielles ou officieuses pour la conquête du monde. La seule chance de Kaiba de rejouer un jour contre le pharaon est donc d'organiser compétition sportive sur compétition sportive. Il est juste inenvisageable que ces deux-là fassent une partie amicale pour que Kaiba foute la paix au reste du monde. Bref, il n'y a aucun duel sans enjeu, et les duellistes doivent commenter leur action avec le ton grave qui sied à la situation. Et la conjonction des éléments constitutifs des duels de monstres dans la série fait que des phrases complètement anodines dans la vraie vie deviennent des gimmicks. Les personnages passent leur temps à dire « il a raison ». Il a raison. Il a raison. Il a raison, elle est trop forte pour moi. Il a raison. Ça me fait mal de l'admettre, mais il a raison. Il a raison. Il a raison. Il a peut-être raison. Il a raison, Yugi. Je suppose que Joey essaie d'être gentil, mais Tristan a raison. Ou des variantes. Elle n'a pas tort, personne ne s'attendait à ce qu'un secteur Aga soit champion. Ça ferait un bon jeu à boire. La conjonction des éléments constitutifs des duels de monstres? Oui, on est dans un animé de compétition, donc l'assistance joue le rôle de cœur antique et commente l'action. Le côté spectaculaire du duel passe par de grandes déclarations du dueliste sur comment il va gagner. Si c'est un processus un peu lent et que la déclaration ne surprend personne, y a pas grand chose d'autre à faire que de se lamenter sur le fait qu'il a raison. Comme dans un animé japonais ça va toujours mieux en le disant même quand ça va sans dire, le cœur antique le dit, il a raison. Il a raison. Comme nous le disions avant cette énorme digression sur la VO, la rhétorique contribue à rendre les duels jouissifs. Mais ce n'est pas le seul élément. Ces duels sont intéressants en eux-mêmes. Ils sont intéressants comme un polar en fait. Ça suppose quoi ? Ça suppose qu'on puisse se dire a posteriori que la solution pouvait être déduite de l'énoncé. Et ça suppose que les duels soient rationnels. Et ils le sont. Les règles sont clairement pas celles du jeu de la vraie vie, elles changent explicitement au fil des saisons et elles ont une boîte noire sur laquelle je reviendrai, mais globalement l'animé n'y déroge jamais, sauf quand le scénariste s'est clairement gouré. Il y a un effort de rigueur qui nous a spontanément surpris, dans une série avec de la magie et des vrais monstres derrière les faux monstres représentés sur les hologrammes. Certes, les sorciers peuvent convoquer des jeux des ombres, où le participant souffre réellement des dégâts infligés et peut perdre pour cette raison. Certes, les vertueux tirent toujours par chance la carte précise dont ils ont besoin car ils sont récompensés par la providence pour, je cite, leur foi en l'âme des cartes, et c'est un élément décisif qui permet la victoire des gentils sur les méchants. Néanmoins, le jeu lui-même n'est pas magique. Même quand un méchant perd en raison de sa méchanceté, les dialogues trouvent toujours une raison matérielle dans les règles pour expliquer sa défaite par un mauvais usage de ses cartes. Il les utilise pas correctement parce qu'il est méchant. Ce faisant, les duels sont totalement chorégraphiés, c'est de la fiction, le contraire serait inimaginable, on ne tire pas le vainqueur d'un match de Kuroko's Basket OD donc on n'a aucune raison de le faire pour une partie du Yu-Gi-Oh, mais parfaitement rationnel. Pourtant, on entend souvent le public dire que les règles du jeu dans l'animé sont incompréhensibles et que les duels n'ont aucun sens. C'est pas vrai du tout. C'est juste qu'il faut écouter ce que disent les dialogues et ne pas avoir de préjugés liés au jeu de la vraie vie. Des préjugés? Je donne quelques exemples. Premier exemple. Dans le vrai jeu, le magicien du temps est un monstre. Dans l'animé, il se joue comme une carte magique qui a des PV. Et rien dans les dialogues ne vient contredire cette idée, ni l'idée que les magies permanentes puissent avoir une corporalité sur le terrain et être détruites par des monstres. Deuxième exemple. Dans la vraie vie, la carte magique multiplicateur est liée à Kuribo. Dans l'animé, non. Elle multiplie les monstres selon leur force, et quand ils ont moins de 500 points, elle les multiplie à l'infini. Rien de spécialement mystérieux là-dedans, à partir du moment où on écoute juste ce qui est dit. Là, t'as perdu tout le monde. Ça vaudrait le coup d'expliquer les règles du jeu pour les spectateurs pas au courant, non? Je te l'ai dit, beaucoup trouvent les règles incompréhensibles. Avec plaisir. Encore une fois, quand on écoute juste les dialogues, c'est très simple. On commence avec 5 cartes, on en pioche une à chaque tour, on a un certain nombre de PV qui dépend des saisons, et on perd quand on en a 0 ou quand on ne peut plus piocher une carte. Il y a 3 types de cartes, monstres, cartes magiques, cartes pièges. Voyons les monstres. On peut les jouer normalement ou par des moyens détournés.
par des moyens détournés, ça veut dire en suivant les instructions écrites sur les cartes qu'on a utilisées pour ça, donc on s'en préoccupe pas. Normalement, ça veut dire simplement les poser depuis notre main. Au début de la série, on peut invoquer n'importe quel monstre comme ça à raison d'un par tour. À partir de Batailleville, pour poser un monstre trop fort, il faut en sacrifier un ou plusieurs autres. Chaque monstre est en fait deux monstres, sa version attaque et sa version défense. Sur la carte, on voit écrit ses PV dans sa version d'attaque et ses PV dans sa version de défense. À chaque tour, on décide s'il va être en version d'attaque ou en version de défense. S'il est en version de défense, il ne peut pas attaquer. S'il est en version d'attaque, il peut attaquer. Merci pour la précision. Avant Batailleville, il ne peut attaquer qu'un monstre. À partir de Batailleville, il peut attaquer le joueur directement si celui-ci n'a pas de monstre. Mettons qu'il attaque un monstre. On compare ses PV à ceux du monstre en face, dans la version dans laquelle est celui-ci, attaque ou défense. S'il en a moins, il perd, il est détruit, et le joueur attaquant perd sur ses propres PV la différence de PV entre les deux monstres. S'il en a plus, il gagne, et le monstre en face est détruit. Si celui-ci était en mode défense, il ne se passe rien d'autre. S'il était en mode attaque, c'est le joueur en face qui perd la différence de PV. Pour ce qui est des cartes magiques et des cartes pièges, on peut les utiliser de deux façons différentes. Soit les jouer pendant notre tour et activer leurs effets pendant notre tour, soit les placer face cachée devant nous, afin de pouvoir les activer n'importe quand pendant le tour de l'adversaire, du moment que leur effet s'applique. Les monstres aussi peuvent être placés face cachée s'ils sont mis en mode défense. L'idée est de cacher à l'adversaire si ce monstre est plus fort ou moins fort que le monstre attaquant. Vous avez besoin de rien d'autre pour comprendre pourquoi les personnages font ce qu'ils font et à quel moment. L'effet des cartes est écrit sur les cartes. Les cas de figure dans lesquels ces effets s'appliquent sont écrits sur les cartes. La durée de ces effets, provisoire ou permanente, est écrite sur les cartes. Certaines cartes peuvent se jouer de façon non standard, parfois même pendant le tour de l'adversaire. C'est écrit sur la carte elle-même ou sur celle qui a permis de la jouer. Cette partie variable du jeu est le cœur des stratégies employées par les personnages qui leur permet de faire des combos. Elle n'est pas difficile à comprendre en soi, il suffit de lire ce qui est écrit sur les cartes. Le problème, c'est qu'on voit pas ce qui est écrit sur les cartes. En version occidentale, il n'y a pas de texte du tout sur les cartes, seulement l'image. C'est sûrement une convention graphique, sinon les personnages ne pourraient pas connaître les effets de leurs cartes, mais voilà, on est obligé de les croire sur parole lorsqu'ils disent que leur carte a tel ou tel effet. Ça a deux conséquences. D'abord, à partir du moment où on ne tente pas de faire le rapprochement avec le jeu de la vraie vie, cet inconnu sert de boîte noire qui permet au scénario de décréter qu'une action est possible. Tu l'as un peu évoqué avec tes exemples tout à l'heure. Cet effet boîte noire génère de plus ou moins grosses bizarreries et est donc à manier avec précaution par les scénaristes. Ça peut être bien fait ou mal fait. Ensuite, pour reprendre ma comparaison avec les polars, c'est comme une enquête policière où on ne montre pas les indices aux spectateurs. Ça se fait, mais il faut pas en abuser. Il faut pas que ce soit le cœur de la stratégie mise en œuvre par le gagnant. Ainsi, un bon duel est un duel qui n'abuse pas des effets de cartes inconnues sortis du cul au dernier moment, qui les utilise une première fois tôt dans le duel et les réutilise à un moment où le spectateur les connaît assez pour comprendre lui-même comment ça peut s'insérer dans une stratégie. Alors qu'un mauvais duel, c'est un duel où toutes les cartes ont 3000 capacités spéciales qu'on empile les unes sur les autres pour justifier à la dernière minute que le gagnant gagne. Je te soupçonne d'inventer les règles au fur et à mesure de la partie. Ce genre de choses arrive tout au long de la série, mais se produit particulièrement souvent au cours de l'arc de l'Atlantide. Une dernière chose, c'est que vu que c'est une machine à hologramme qui gère les effets des cartes, ces effets, connus ou inconnus, prévus ou imprévus, ne s'activent qu'au dernier moment, ce qui fait que les personnages eux-mêmes les découvrent parfois quand il est déjà trop tard, ou les déclarent à des moments très bizarres. Ce serait totalement impossible de faire comme ça en jouant sur table, et ça paraît un peu malhonnête car ça pousse l'adversaire à perdre à cause d'erreurs qui seraient impossibles dans la vraie vie. C'est purement pour le suspense, car ça donne des retournements de situation spectaculaires qui ne sont possibles que comme ça. Donc, que voulons-nous dire par « les duels de Yu-Gi-Oh sont parfaitement rationnels » ? Que les règles sont claires, nettes et précises, que c'est le spectateur qui les connaît pas toutes, et que le scénario joue sur cette ambiguïté pour parvenir à ses fins, mais seulement sur cette ambiguïté. Pas sur autre chose. La norme dans Yu-Gi-Oh, c'est que si un monstre est plus fort, il est plus fort. Vous verrez pas un monstre gagner parce qu'il est boosté par le courage et les bons sentiments du dueliste ou que sais-je. Ça n'a l'air de rien, mais c'est surprenant dans une série où la magie existe quand même. Et je dirais même une agréable surprise qui mérite d'être soulignée, surtout quand on connaît le goût des animés japonais pour les Deus Ex Machina. Tu dis la norme, c'est parce qu'il y a des exceptions. Davantage en VO qu'en VF. L'une de ces exceptions est directement inspirée de la saison 0, donc on peut être indulgent. Une autre est que la part jeu des ombres, donc magique du duel, s'immisce un peu trop dans le déroulement de la partie lors du duel final de Batailleville du pharaon contre Marek, le grand méchant de cet arc. C'est un peu dommage. D'autres consistent en ce qu'une erreur de la part du scénariste, ou pire, en ce que la part magique du scénario aboutisse à des personnages qui jouent alors que c'est pas leur tour. Ça par contre je trouve ça inacceptable. Ou pour parler comme un animé japonais, impardonnable. Or là encore, ça arrive particulièrement souvent dans l'arc de l'Atlantide vu que c'est en jouant une carte spécifique que les méchants volent l'âme du vaincu. Du coup, ils la jouent avant même que la partie commence. Ça, je regrette, c'est non. Passons, on reviendra sur l'arc de l'Atlantide. C'est pour vous dire que le caractère logique et rationnel que le jeu Duel de monstres parvient à conserver dans la série malgré le contexte magique est une ressource précieuse que les meilleurs arcs de la série ont su préserver et mettre en valeur, et les plus mauvais, non.
Donc les parties elles-mêmes sont le point fort de la série. Néanmoins, attendu que Yu-Gi-Oh veut dire le maître des jeux et pas le champion du duel de monstres, n'est-il pas regrettable que la série se soit entièrement focalisée sur ce seul et unique jeu de cartes plutôt que de diversifier les jeux mis en scène? On serait tenté de le penser, car le potentiel d'une histoire où des sorciers s'affrontent par le biais de jeux de société est évident, et si ça ne l'est pas, on a 2-3 occasions dans la série elle-même de le constater, mais la saison 0, qui est une première tentative dans ce sens, montre que le résultat peut être assez décevant. La série Duel Monsters débute alors que Yugi a déjà assemblé son puzzle et rassemblé ses amis autour de lui depuis longtemps. L'élément perturbateur est le fait que Seto Kaiba a découvert que le grand-père de Yugi, qui s'est reconverti en vendeur de jeux de société, est en possession du 4e exemplaire du dragon blanc aux yeux bleus. Kaiba veut s'en emparer. Et là, c'est le moment où vous réalisez que grâce à notre super résumé, vous avez parfaitement compris cette phrase. On est fort, hein? Donc les circonstances de l'apparition du pharaon dans la vie de Yugi ne seront données que sous forme de brefs flashbacks d'événements qui, donc, ont lieu dans cette fameuse saison 0. Est-ce à dire que la saison 0 est un préquel de Duel Monsters? Non, pas vraiment. Ou plutôt, vraiment pas. Certes, moyennant quelques détails, les premiers épisodes peuvent être considérés comme un préquel de Duel Monsters, mais d'une part, Duel Monsters n'a pas été prévu pour être une suite, ce n'est pas le même studio ni les mêmes chara-design, et d'autre part, Duel Monsters remet en scène de manière différente certains événements qui ont déjà eu lieu dans la saison 0. L'affaire du dragon blanc aux yeux bleus a lieu dans cette saison 0 par exemple. Ça sent d'ailleurs que c'est la version rushée d'une histoire qui existe en version plus détaillée ailleurs. C'est bien pour ça qu'il est si facile de parodier ce premier épisode. La rencontre de Yugi avec Shadi vient également de la saison 0. Et même le fait que Bakura, sur lequel on dira quelques mots plus tard, est le grand méchant vaincu à la fin, fait déjà partie de la saison 0. Autrement dit, la saison 0 et Duel Monsters sont deux séries distinctes, incompatibles entre elles, comparables en cela à Full Metal Alchemist 2003 et Full Metal Alchemist Brotherhood. Du coup, regarder la saison 0 n'a aucun intérêt? Ça en a moins que je l'espérais. J'en espérais que ça m'explique pourquoi on est censé considérer le pharaon comme étant un être plutôt maléfique, justifiant ses actions dans l'arc de l'Atlantide. Et ce n'est pas le cas. J'en attendais que ça ait un côté plus sombre et plus sérieux que Duel Monsters, qui est résolument parodique, et c'est un peu le cas, mais pas suffisamment pour être intéressant. En revanche, ça a deux intérêts. Ça présente la bande à Yugi plus en détail que Duel Monsters pour les raisons susmentionnées, surtout Tristan et Théa, et ça donne une idée de quels ont peut-être été les premiers concepts abandonnés. On va donc se servir de la saison 0 comme prétexte pour présenter les personnages de la série principale. C'est dans la saison 0 qu'on découvre que Yugi, avant d'assembler le puzzle du Millennium, était excessivement timide et réservé. Il se réfugie dans les jeux pour compenser son manque d'amis, ce qui paradoxalement l'isole encore plus. Malgré ses 15-16 ans, il a un look et une voix extrêmement juvénile dans la saison 0. J'attribuais sa petite taille qu'il partage avec son grand-père, au fait qu'il est peut-être tout simplement nain, mais celui-ci avait une taille ordinaire dans sa jeunesse, et la mère de Yugi, car oui, il a une mère, c'est elle, on la voit une fois en VF dans Duel Monsters, 2-3 fois en VO, a aussi une taille ordinaire. Le pharaon, dont l'esprit prend le dessus quand les circonstances l'imposent, est plus grand et a des traits plus anguleux. Mais c'est une convention graphique pour souligner sa différence d'attitude avec Yugi. Les personnages dans l'intrigue ne voient pas la différence. Yugi et le pharaon, qui sont le co-personnage principal qu'on appellera Yugi, sont un personnage de shonen très atypique. La gentillesse extrême de Yugi n'est pas si rare en elle-même, pas plus que ne l'est la détermination solennelle du pharaon. Ce qui rend le tandem atypique est la qualité qu'ils partagent. Yugi, transformé ou non, est extrêmement intelligent. Il comprend toujours tout de suite et est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. C'est généralement plutôt une caractéristique de sidekick qu'un caractère de personnage principal. Une victoire de Yugi est généralement le résultat d'un combo tortueux et spectaculaire préparé depuis plusieurs tours à l'insu même du spectateur. C'est une prouesse de mise en scène, car on entend les pensées de Yugi lors du duel, et malgré ça, les dialoguistes parviennent à nous cacher jusqu'au bout que ça fait longtemps qu'en fait Yugi a déjà gagné. Oui, on entend les pensées de Yugi. La VF fait à ce sujet un choix étonnant. Le pharaon parle avec sa voix grave et dans son style très verbeux, mais pense avec la voix de Yugi, sauf quand il est seul, ce qui arrive très peu, et malheureusement une fois de trop. Je dois faire attention, je n'ai jamais joué sur un terrain labyrinthe. J'y vais en premier avec Castor Guerrier. Ce parti pris se justifie tant que Yugi ne prend pas conscience qu'il est possédé par un fantôme. De son point de vue, il est juste dans un état second pendant les duels, il ne parvient pas à en garder des souvenirs durables. Mais même passé le point de l'intrigue où il peut dialoguer avec le pharaon, celui-ci continue à penser avec sa voix. On y reviendra. Dans cet univers où la chance se provoque par la vertu, les combos tortueux et spectaculaires ne sont pas la seule manière valide de remporter un duel. C'est à illustrer cela que sert Joey Wheeler, Jonouchi en VO. Tiens, petit aparté, il est courant que les personnages d'anime japonais s'appellent par leur nom de famille. Jonouchi est le nom de famille de Joey, son prénom c'est Katsuya. Mais Yugi fait exception, Yugi, tout le monde l'appelle par son prénom, c'est-à-dire Yugi.
C'est étrange. Il y a beaucoup à dire sur Joey. Ce qu'il est, il l'est dès la saison 0. C'est un ancien délinquant, il est doué pour la bagarre, la timidité de Yugi l'énerve, alors il le chahute pour l'endurcir. C'est dans cette optique qu'il lui vole une pièce du puzzle du Millennium et la jette à l'eau. C'est ainsi que l'assemblage du puzzle devient dépendant du fait que Yugi et Joey deviennent amis. Et à la suite d'une série de péripéties qui ne sont que résumées dans Duel Monsters, Joey et Yugi se lient d'amitié en même temps que Yugi se transforme en son alter ego pour la première fois. C'est dans ça que le puzzle a exaucé le souhait de Yugi d'avoir des amis. Joey, malgré son passé de loupard, est un personnage très positif, animé de plein de bons sentiments. Il met toujours son tempérament de feu et ses talents atypiques au service des autres, que ce soit ses amis ou sa sœur malade qui est sa motivation pour remporter la récompense du tournoi de l'Arc de Pegasus. Cet altruisme spontané est déjà présent dans la saison 0 et l'implique dans des drames interpersonnels assez sérieux. Mec, arrête de faire ça. Quand je vous disais qu'on est déçu quand on croit que la saison 0 va réellement être plus sérieuse. En accord avec cette positivité naturelle, Joey croit en sa bonne étoile, et sa marque de fabrique consiste donc à miser sur la chance pour gagner ses duels. Outre le fait de compter sur l'âme des cartes pour piocher la bonne quand il faut, il a beaucoup recours à des jets de dés pour renverser la situation. Ça lui réussit raisonnablement bien, suffisamment pour être toujours au moins demi-finaliste. Mais évidemment, jamais assez pour surpasser Yugi ou Kaiba. Ainsi, et du fait de son côté tête brûlée, comme on l'a évoqué dans une autre vidéo, il fait l'objet d'une injustice de la part non seulement des autres personnages, mais aussi de la mise en scène qui persiste jusqu'au bout à le présenter comme un loser pas très fut-fut, malgré les succès qu'il rencontre. Et ce, même quand les dialogues daignent reconnaître qu'il est toujours dans le top 4. Il y a des arcs où c'est plus proéminent, mais ça se manifeste tout au long de la série. Ça, c'est un joli coup, Joey. Il semblerait que pour une fois, tu te sois montré plus malin que tous les autres. Le pharaon respecte Joey, mais il est bien le seul. Ouais, on pourrait se moquer de Joey, c'est toujours drôle. Une fois encore, c'est d'autant plus étonnant qu'il est le seul à être totalement resté le même personnage entre la saison 0 et la série proprement dite. Dans la saison 0, il avait même un père alcoolique, mis là pour justifier qu'il soit à ce point livré à lui-même et déterminé à gagner toute compétition susceptible de lui rapporter de l'argent pour faire vivre sa famille. Un autre élément repris de la saison 0 est le goût de Joey pour les femmes mûres. Dans Duel Monsters, il a un semblant d'intrigue romantique avec une certaine Mai Valentine, qui est croupière en VO et joueuse professionnelle de duel de monstres en VF, et qui est clairement plus âgée que les héros. Cette intrigue romantique joue un rôle important dans les deux premiers grands arcs, mais tourne court dans celui de l'Atlantide pour une raison bidon typique de cet arc. Joey est également le personnage comique du groupe. Dans Duel Monsters, ça fait que c'est lui dont la tête se déforme exagérément quand ça peut être drôle, et c'est lui qui, en VF, fait des commentaires humoristiques sur le chara-design des autres. Tu aurais besoin de souffler un peu, non ? Et toi, tu aurais besoin d'aller chez le coiffeur. Vous voyez bien qu'en accaparant tous les rôles possibles de sidekick, Joey ne laisse pas grand chose à Tristan et Théa, qui en effet ne sortent que très occasionnellement de leur rôle de cœur antique dans Duel Monsters. En fait, c'est dans les arcs fillers, notamment celui de Noah, qu'on les voit avoir un rôle substantiel dans l'intrigue. C'est surtout vrai pour Tristan, Honda en VO. La raison est simple, tout ce qu'il concernait dans la saison 0 a été biffé. Il y est présenté comme le sidekick non délinquant de Joey, mais surtout il est président car unique membre du club d'embellissement du lycée. C'est-à-dire le club des concierges, chargé de faire le ménage. Oui. Alors, je sais bien que les clubs dans les lycées au Japon, c'est tout un écosystème, mais quelque chose me dit que ça n'existe pas. Mais sinon, petite nuance. Oui, il est présenté comme le sidekick de Joey, mais c'est un retcon. Dans sa première apparition, il intervient pour empêcher Joey d'embêter Yugi, et mal lui en prend parce que du coup, il est pris à tort pour le complice de celui qu'il cherchait à arrêter. Finalement, plusieurs épisodes plus tard, on nous apprend que ces deux-là sont amis depuis le collège, ce qui donne lieu à un beau flashback dramatique, mais atténue le côté Yugi les a tous rassemblés qui faisait une partie de l'intérêt du groupe. Pauvre Tristan, même dans sa propre saison, on le maltraite. Et il avait également dans la saison 0 une love interest, Mio, qui ne s'intéresse pas à lui parce qu'elle est trop égocentrique pour s'intéresser à qui que ce soit, mais à qui Tristan se dévoue corps et âme jusqu'à la fin de la série. C'est un gag. Dans la série principale, la love interest de Tristan est Serenity, la sœur de Joey. C'est aussi un gag, mais cette fois, c'est d'abord parce qu'il se fait passer pour un expert à duel de monstres dans le but de la séduire, alors qu'il sait à peine jouer, et ensuite parce qu'il a un concurrent, Duke Devlin, qui... Bon, la série Duel Monsters fait plus de 200 épisodes. C'est en partie parce que les duels sont étirés en longueur, mais pas seulement. Il y a de très nombreux personnages secondaires, certains plutôt comiques, d'autres moins. Il serait vain de chercher à tous les présenter. Duke Devlin, qui est le méchant principal de son propre mini-arc, est l'un de ses personnages secondaires. Retenons seulement qu'il est obsédé par les dés, et que c'est le rival amoureux de Tristan. Tristan est totalement un personnage de soutien. Littéralement, il est souvent en train de porter quelqu'un d'inconscient sur son dos. Comme on a montré précédemment, c'est également lui qui fait les blagues pinces sans rire sur Joey. Et Capsule Monsters lui invente une passion pour les melons. Reste Théa, Anzu en VO. Elle rêve de devenir danseuse aux États-Unis.
Dans la saison 0, comme dans la série principale, c'est juste histoire de lui donner une personnalité propre. Ça n'a jamais un impact immense sur le scénario, au-delà du fait que ça la rend compréhensive vis-à-vis de la détermination des autres personnages. Contrairement à Joey et Tristan, elle était déjà amie avec Yugi avant qu'il n'assemble le puzzle du Millennium. Et ce qui me paraît le plus important à commenter est l'intrigue romantique qu'elle n'a pas avec Yugi. Mais qu'elle a avec le pharaon. Le concept d'avoir une intrigue romantique avec le pharaon est étrange et n'est pas du tout connoté de la même façon dans la saison 0 et dans Duel Monsters. Dans les deux séries, c'est Thea qui la première comprend qu'il y a deux Yugi, avant même que Yugi ne prenne conscience de son alter ego. Dans Duel Monsters, en effet, c'est spécifiquement le pharaon qui est le love interest de Thea, pas Yugi. Le pharaon accède au repos éternel à la fin, et Thea éprouve un immense chagrin de devoir lui dire adieu. Donc, même si l'idée d'une romance entre le pharaon et Thea prend en premier lieu la forme d'un gag, c'est bel et bien ça l'histoire. Thea est amoureuse du pharaon, et spécifiquement du pharaon. Tandis que le pharaon, lui, est amoureux de Yugi. En VO, leurs dialogues ensemble sont très tendancieux. Et comme tout ça n'est pas encore suffisamment confus, Yugi a lui aussi une prétendante. Bon, elle compte à peine. Déjà parce qu'elle a 8 ans. La différence d'âge non déterminée entre Joey et Mai peut passer compte tenu de la maturité du caractère de Joey, mais Rebecca, elle a 8 ans quoi. Et le caractère d'une fille de 8 ans. Elle est championne de duel de monstres et hackeuse hors pair, mais c'est bel et bien une petite fille capricieuse et insupportable. Le personnage le plus insupportable de la série même. Malgré ça, les scénaristes tiennent à nous montrer Yugi tenté, ou du moins rougissant, devant ses démonstrations d'affection décomplexées, et la présenter comme une rivale sérieuse pour Thea, ce qui est d'autant plus absurde qu'elles ne sont pas rivales, vu qu'elles ne s'intéressent pas au même Yugi. Oublions Rebecca si tu veux bien. C'est juste un gag de trop, mieux vaut ne pas en tenir compte. Dans la saison 0, Thea est amoureuse du grand Yugi tout en sachant que concrètement c'est avec le petit Yugi qu'elle envisage de sortir. Petit Yugi qu'elle trouve néanmoins trop enfantin, trop timoré, trop timide et dont elle préférerait qu'il soit en permanence dans l'état second dans lequel il est un justicier. Je pense très sincèrement qu'au départ, le grand Yugi n'était pas censé être un fantôme de pharaon, mais la vraie personnalité de Yugi, qui sommeille en lui parce qu'elle est masquée par ses inhibitions comme dans le film The Mask. À noter que l'idée que ce soit vraiment deux personnages séparés s'accorde moins bien avec le fait que le grand Yugi pense avec la voix du petit Yugi. Le grand Yugi mentionne dans un épisode de la saison 0 qu'il a une expérience plurimillénaire des jeux. Je pense que ça a toujours été un pharaon. Le fait que Thea soit amoureuse du grand Yugi me conforte néanmoins dans mon idée, car l'intrigue ne peut aller quelque part et être satisfaisante que si le petit Yugi est destiné à devenir le grand Yugi en prenant confiance en lui. Quitte à devenir méchant dans la foulée? N'oublie pas que le terme utilisé même en VF pour désigner le grand Yugi est Yami Yugi, c'est-à-dire le Yugi ténébreux. Mais le grand Yugi n'est pas méchant, juste, moins inoffensif. Moins indulgent. Dans Duel Monsters, Yugi prend conscience de l'existence du pharaon quand Kaiba se met volontairement en position de mourir, d'être gravement blessé si Yugi remporte le duel contre lui. Tu ne veux pas risquer de me blesser, n'est-ce pas? Le pharaon considère que c'est son choix et ne renonce pas à la victoire. Mais pour Yugi, c'est inacceptable, donc il reprend le contrôle de son corps pour pouvoir abandonner la partie. Ce désaccord initial leur permet de prendre conscience l'un de l'autre. Outre qu'à partir de ce moment, le pharaon accepte d'être plus sensible à ce genre de choses, c'est quand même complètement différent des exactions auxquelles il se livre dans l'arc de l'Atlantide. Comme tu l'as dit, dans la saison 0, c'est pas qu'il est méchant, c'est que c'est un justicier. Chaque épisode est centré sur les méfaits d'un personnage méchant qui a généralement un gimmick pouvant prendre la forme d'un jeu, voire un jeu de prédilection qu'il utilise pour nuire à autrui. À chaque fois, à la fin de l'épisode, Yugi va non seulement se transformer pour vaincre le méchant au jeu, mais surtout convoquer un jeu des ombres pour infliger à son adversaire une punition spirituelle si celui-ci triche, ce qui ne manque jamais d'arriver vu que c'est un méchant. C'est un bon concept, vraiment. Le souci, c'est que les jeux en eux-mêmes sont pas terribles. Le spectateur attentif se souviendra que c'est pour dire ça qu'on a lancé cette digression à la base. À quelques exceptions près de jeux plutôt intéressants mais dont on ne nous explique pas suffisamment les règles, dont Duel de monstres, le jeu auquel le pharaon défie le méchant est toujours plus ou moins une variante de la roulette russe, exagérément basée sur le hasard. C'est propice à des situations involontairement parodiques, avec des délinquants qui utilisent des yo-yo comme arme de prédilection ou autre. Donc l'idée d'une série centrée sur les jeux en général est bonne, mais la manière dont cette idée se concrétise dans la saison 0 me fait me dire qu'au fond, c'est mieux de se focaliser sur Duel de monstres. Le générique VF de Duel Monsters met en avant 4 personnages principaux. On a présenté les 3 premiers. Le 4e est Kaiba. La saison 0 est principalement connue pour le fait que Seto Kaiba y a les cheveux verts. Cet élément de chara-design sera repris et commenté en VO pour son frère adoptif, Noah, dans l'arc de Noah. Merci beaucoup pour la précision.
Mais surtout, même si la plupart des épisodes de la saison 0 sont indépendants les uns des autres, il y a un arc filé, dont Kaiba est le méchant. Bakura arrive comme grand méchant surprise un peu en dernière minute. Or Kaiba est, dans la saison 0, un méchant très méchant. Ça aussi, ça peut décevoir quand on sait ce qui en est fait dans la série principale. C'est-à-dire un méchant très méchant, mais gentil? Kaiba, c'est ce que serait Vegeta si les dialogues de Dragon Ball Z n'essayaient pas de nous faire croire envers et contre toutes les évidences que Vegeta est devenu gentil après l'arc de Namek. Kaiba reste méchant tout le long de la série. La mise en scène, comme les dialogues, comme les personnages en sont conscients. C'est juste que le spectateur est amené à le soutenir contre d'autres méchants pires que lui. Le passé de Kaiba, que nous avons déjà résumé, est détaillé dans l'arc de Noah, donc plutôt au milieu de la série. Cet arc filler a un défaut assez rédhibitoire, qui est que ses duels sont pas terribles, or on a dit que c'était le principal intérêt de Yu-Gi-Oh!, mais une grande qualité compensatoire. Son scénario est plutôt intéressant et assez émouvant. Au départ, Kaiba était animé des meilleures intentions, mais dans le présent de la série, ça fait longtemps que son esprit a été distordu sous l'influence de son père adoptif et qu'il a basculé dans les ténèbres. Certes, il a transformé l'entreprise d'armement de son père en entreprise fabriquant des jeux, et certes, il continue de veiller sur son petit frère qu'il aime beaucoup. Qu'il aime un peu trop? Quand il crée un jeu de réalité virtuelle, la princesse a sauvé à la tête de Makuba? Mais voilà, Kaiba est un peu dérangé. C'est un fou furieux, il est complètement monomaniaque de duels de monstres. Il vit et respire pour duels de monstres. Il fabrique des parcs à thème duels de monstres, son avion a la forme du dragon blanc aux yeux bleus, sa carte favorite. Il organise des tournois gigantesques dans le but unique de se venger de sa défaite initiale contre Yugi et reprendre son titre de champion du monde. Et lui et ses arbitres vont jusqu'à refuser d'interrompre un duel pour urgence médicale. Et le pire, c'est que là où duel de monstres est un immense enjeu de pouvoir magique pour le pharaon comme pour les grands méchants des différents arcs, pour Kaiba, c'est vraiment juste un jeu. Un jeu pour lequel il se passionne, auquel il excelle, pour lequel il a inventé de super hologrammes plus vrais que nature, mais juste un jeu. Wow, tout ça pour un jeu de cartes. Il est trop obtus pour admettre l'existence de la magie, même quand celle-ci se manifeste sous ses yeux. Comme Monsieur Satan dans Dragon Ball Z, il croit que ce sont des illusions très sophistiquées. Et fustige les autres personnages quand ceux-ci commencent à parler d'Égypte antique, de pharaons et de punitions spirituelles. Pourquoi ces gens ne réalisent-ils pas qu'il s'agit juste d'un jeu de cartes? Parce que selon lui, ce folklore détourne ses adversaires du véritable intérêt du jeu. Être plus intelligent que son adversaire, avoir la meilleure stratégie, juste bien joué. Et donc, Kaiba est appréciable parce qu'il est 100% honnête. Tu joues bien, il te respecte et il va t'écraser pour prouver qu'il est meilleur que toi. Tu joues mal, t'es un bouffon et il va t'écraser pour que tu comprennes que t'es un bouffon. Sauf si tu t'appelles Joey Wheeler. Dans ce cas, tu auras beau jouer bien, il décidera que tu joues mal, que t'es un bouffon, et il va t'écraser pour que tu comprennes que t'es un bouffon. Tu parles d'Égypte et de Pharaon, t'essaies de cacher que t'es un bouffon et il va t'écraser parce que tu l'énerves. Mais pas de bol pour lui, qu'il le veuille ou non, il est, comme Yugi, lié à l'Égypte antique. Il est... Comme, je pense, Yugi l'est pour le pharaon sans nom. La réincarnation dans le présent du grand prêtre de la cour du pharaon sans nom, qu'il a affronté par le passé dans des circonstances que l'histoire n'a pas retenues. C'est de ce lien mystique avec le passé que lui vient sa passion pour le dragon blanc aux yeux bleus. Kaiba et Yugi sont donc destinés à se retrouver face à face dans des moments décisifs. Mais comme alliés ou comme ennemis? L'intrigue du pharaon, qui est l'intrigue principale en toile de fond de la série, est traitée en profondeur dans le dernier arc. Celui-ci a plusieurs gros défauts. Il n'y a pratiquement pas de duel car à la place il y a de vrais monstres invoqués par des sorciers, donc c'est des combats sans règles précises. Le scénario part un peu dans tous les sens, et surtout il n'est pas du tout cohérent avec ce qui nous a précédemment été dit du passé du pharaon. Néanmoins, il tient une promesse faite par l'anime depuis le début, celle que Bakura sera le grand méchant de Duel Monsters. Attardons-nous un peu sur Bakura, car c'est un très bon concept de méchant. Ryo Bakura, même nom en VO, est simplement un camarade de classe des héros. Or, lui aussi possède un objet du Millennium, ramené d'Égypte par son père archéologue, ou pas si on tient compte du film qui n'a aucun sens, qui lui aussi est possédé par un fantôme. Parenthèse, les 5 autres objets du Millennium ne sont pas hantés. Ce fantôme de l'anneau du Millennium, cet esprit maléfique de l'anneau, a bien un nom qui est même donné dans la saison 0, donc prévu dès le départ, mais ce nom n'intervient qu'à la fin, donc de la même manière que le pharaon est appelé Yugi, l'esprit maléfique de l'anneau est simplement appelé Bakura. D'autant plus que le vrai Bakura, son hôte, ne sert jamais à rien dans l'intrigue vu qu'il n'est quasiment jamais présent. Son but est de regrouper les objets du Millennium pour s'en accaparer le pouvoir et devenir maître du monde. On va dire ça pour aller vite. Il interfère dans ce but dans les intrigues de plusieurs arcs, sans en être le méchant principal. C'est ça le concept narratif de ce personnage. Il est présent dès le début pour poursuivre un objectif plus mystérieux mais clairement plus important à long terme que les événements cataclysmiques que le méchant principal du jour est en train de provoquer. Ainsi, on en est convaincu dès qu'on le voit. Le grand méchant de l'ensemble de la série, ce sera lui. Et lorsque viendra l'arc dont il sera le méchant principal, alors on saura que cet arc est le dernier. C'est une excellente recette.
trop peu exploitée. Excellente car elle permet de structurer une saga de manière à pouvoir intercaler autant de péripéties qu'on veut, sans jamais réellement se détourner de ses intentions pour la fin, ni donner au spectateur l'impression qu'on renie les promesses qu'on lui a faites. Ça permet aussi de faire monter la sauce à peu de frais. On le voit avec Moriarty dans le premier film Sherlock Holmes de Guy Ritchie, on le voit avec Thanos dans le Marvel Cinematic Universe. Comme Moriarty et contrairement à Thanos, en se mettant dans la peau d'un spectateur qui ne connaîtrait pas ses personnages en découvrant les films, Bakura est formellement présenté comme peu dangereux, mais d'une manière qui fait parfaitement comprendre au spectateur que c'est lui la véritable menace. Une fois encore, une très bonne recette, que nous espérons voir appliquer jusqu'au bout dans One Piece avec Barbe Noire. Dans Yu-Gi-Oh, elle l'est, et comme nous l'avons dit, cette promesse tenue est ce qui permet à l'arc de l'Égypte d'être tout de même satisfaisant malgré ses évidents défauts. Bakura n'est pas présent dans tous les arcs. Il est présent dans ceux en lien avec les objets du Millennium, c'est-à-dire celui du royaume des dualistes et de Batailleville. Mais pas dans celui de Noah qui est inclus dans celui de Batailleville, ni dans celui du tournoi de Kaibaland, et notamment pas dans celui de l'Atlantide. L'arc de l'Atlantide. T'en as pas marre qu'on soit sans arrêt obligé de rager contre un arc de merde dans toutes les séries qu'on review? Ouais, on va faire autrement. L'arc des dieux égyptiens est terminé. Le pharaon peut maintenant récupérer ses souvenirs. Il faut te rendre à l'évidence. Tu n'as plus que 500 points de scénario. Tu dois jouer Bakura et conclure la série. C'est ce que nous verrons. Je joue l'arc filler, qui me permet de doubler mes points de scénario qui s'élèvent à présent au nombre de 1000. Plus qu'il n'en faut pour mettre mes projets à l'abri de tes sollicitations. C'est du délire! Tu oublies que les spectateurs rejettent les arcs fillers déconnectés de l'intrigue principale. Je n'ai pas terminé. Je joue à présent la renaissance du monstre, qui fait revenir sur le terrain les personnages bien connus du public. Ensuite, je place 2 cartes face cachée, et je termine mon tour. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Grâce à ma carte magique, barrière étanche de la continuité, tu ne peux plus intercaler d'arc filler dans une intrigue qui a déjà un passé. Tu viens de déclencher mon piège, le Redcon. Quoi? Grâce au Redcon, l'origine des monstres de duel peut être modifiée à ma guise. Je peux ainsi décider ce que je veux sur le passé de cet univers. Et ce n'est pas tout. Le Redcon me permet de jouer directement depuis mon jeu le prétexte du passé. Cette carte magique permanente te réservera bien des surprises. Mais mon tour n'est pas terminé. J'accompagne la barrière étanche de la continuité du plafond métaphysique. Même avec le Redcon, tu ne peux jouer des enjeux inférieurs à ceux de l'arc de Marek. C'est à toi de jouer. Tu vas voir. Grâce au prétexte du passé, je joue le Garistou maléfique. Le méchant est automatiquement plus fort que ne l'est n'importe quel méchant du présent, car il provient de l'Antiquité. Ce sera tout. C'est ce que nous verrons. D'abord, je joue la carte magique Marmite d'Avidité qui me permet de piocher 2 cartes. Pioche autant que tu veux, cela ne t'avancera à rien. Ensuite, je joue le blocage psychologique. Grâce à cette carte, le parcours personnel des personnages est terminé depuis l'arc de Marek. Le pharaon est prêt à se souvenir de son passé, et Joey est prêt à partir avec Mai. Pas si vite, tu oublies ma carte face cachée. Le cynisme débridé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cynisme débridé me permet de chercher 3 cartes dans mon jeu et de les placer dans ma main. Certes, je perds tout de même 250 points de scénario, mais sois sûr que je ne fais que reculer pour mieux sauter. Pas si je peux l'empêcher. Je place 2 cartes face cachée, et je termine mon tour. Bien. Il est temps de jouer ces fameuses cartes. Je joue Passage du côté obscur. Afin de prolonger l'intrigue, Mai se retournera contre Joey par jalousie, et le pharaon, ivre de victoire, mettra en péril l'âme de Yugi. Tu viens d'activer ma carte face cachée. L'incohérence. Rien ne justifie ce revirement de la part de Mai. Et je rappelle non seulement que le pharaon n'a jamais été assez maléfique pour mettre en jeu l'âme de son adversaire dans le seul but de gagner, mais aussi que les effets du sceau d'oricalque, l'arme de son crime, sont bien médiocres quand on sait qu'une simple carte magique peut complètement retourner une partie dans cette série. Surtout dans cet arc où les cartes sont bourrées de capacités spéciales. Je doute fort que tu sauras justifier l'injustifiable. Tu oublies que j'ai pioché 3 cartes. Il en reste 2. Pour contrecarrer l'incohérence, j'active l'alibi de la maturité. Du seul fait que ces événements sont cyniques et négatifs, ils seront considérés comme profonds même quand ils n'ont aucun sens. Il a raison. L'un des nouveaux personnages est devenu misanthrope à cause de la mort de sa famille dans un naufrage. Ça n'a aucun sens. De plus, j'invoque William. Impossible! William brise automatiquement les couples déjà établis. Combiné à l'alibi de la maturité, il me permet de faire de Mai ce que je veux. Penses-tu toujours pouvoir arrêter la marche inéluctable de mon scénario? Je peux l'écourter. Je retourne ma 2e carte face cachée. Le drama est clair. Certes, le pharaon est passé du côté obscur, mais il vaincra sa propre agressivité en lui éclatant la gueule. Ton scénario n'est pas aussi durable que tu le crois.
Mon tour n'est pas terminé. Cependant, cette dernière carte mettra fin à la partie. Je joue la carte magique, extraction des fesses! Grâce à elle, je peux décréter que le méchant a tous les pouvoirs qu'il veut, qu'il est responsable de tout ce qui a eu lieu dans le scénario, et qu'il peut se passer n'importe quoi lors du duel final contre lui, même quand tous les dramas auront été écartés. Tu vois, mes points de scénario sont désormais infinis. Non! L'arc de l'Atlantide est totalement ignoré ensuite. Il faut dire qu'il modifie beaucoup trop les règles et la backstory pour pouvoir rester compatible avec l'histoire de Bakura. Après, comme on l'a dit, c'est pas comme si l'intrigue de fond de la série brillait par sa cohérence et sa solidité. Y a qu'à voir le traitement du personnage de Shady, qui en est le fil rouge. Ah, Shady! Parlons-en de Shady. C'est pas qu'il y ait grand chose à dire sur lui, mais il est typique de ce qui fait que c'est pas pour la cohérence de l'intrigue qu'on suit Yu-Gi-Oh! C'est une relique de la saison 0. Duel Monsters s'adapte les scènes clés le concernant, mais n'arrive pas à se mettre d'accord avec elle-même sur quel est son délire. Il a un lien avec les objets du Millennium, mais lequel? Il en est le gardien, à part que Marek et sa famille en sont aussi plus ou moins les gardiens. C'est un fantôme, il aurait été tué par Bakura dans le passé, mais quel passé? Le passé proche, le passé lointain? Mystère. Non, pas mystère. Le film The Dark Side of Dimensions, qui se passe après la série, apporte des réponses. Des réponses qui n'ont aucun sens. C'était déjà un fantôme avant de se faire tuer, il garde les objets du Millennium, mais il a aussi promis à une bande d'orphelins qu'ils accéderaient au paradis quand le pharaon sans nom aurait rempli sa mission. Les deux films Duel Monsters, à notre connaissance il n'y en a que deux qui n'impliquent que Duel Monsters, sont un gloubi-boulga insensé et incohérent, mais autant le premier était bien marrant, autant le deuxième dont on est en train de parler... Ouh là là, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé devant. Passons rapidement et ne retenons de Shady que ce qui en est présenté dans la série. Shady est l'élément récurrent que le scénario oublie pendant de longues périodes pour l'invoquer sporadiquement quand il y a besoin de rappeler qu'il existe. Il est donc bien évidemment absent des mini-arcs sans magie liés à l'Antiquité, et bien évidemment absent de l'arc de l'Atlantide. En revanche, chose très étonnante, il est présent dans Capsule Monsters. Ah, Capsule Monsters. Parlons-en de Capsule Monsters. Capsule Monsters, c'est un mini-arc qui reprend très vaguement un jeu récurrent de la saison 0 dans une série d'épisodes 100% américains. Oui, vous avez bien entendu, c'est 4Kids qui l'a produite et commandée au studio d'animation japonais Gallop, qui s'intercale entre le tournoi de Kaibaland et l'arc de l'Égypte, histoire de retarder celui-ci encore plus dans la chronologie, et qui très franchement n'a pas beaucoup d'intérêt. Encore une fois, il n'y a pas de règle claire au jeu qui est présenté, or on a dit que dans Yu-Gi-Oh! Ce qui est le plus intéressant, c'est les parties de duel de monstres. Il y a des énigmes, mais elles ne sont pas extraordinaires. Il est à noter que les héros y sont amenés à faire des choses plus physiques qu'à l'accoutumée dans Yu-Gi-Oh! Ce qu'on serait tenté de trouver typiquement américain. En plus, l'animation est un peu bizarre. Théa notamment est constamment en train de zoner en arrière-plan. Néanmoins, un effort remarquable a été fait pour reprendre les codes de la série avec fidélité, et même insérer des répliques bizarres et un montage donnant l'impression que des plans ont été censurés. Alors que c'est impossible vu que la version américaine est la version originale. Non, ils ont juste voulu reproduire le style censuré de la version occidentale de Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est merveilleux. Capsule Monsters, c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que l'arc de l'Atlantide. La part magie antique du scénario concerne Alexandre le Grand, mais les auteurs ont jugé opportun d'y introduire Shady et l'influence maléfique de l'anneau du Millennium. Et ce, alors même que la fin de Duel Monsters était déjà sortie et que les auteurs savaient pertinemment que ce qu'ils faisaient n'avait rien à voir avec la choucroute. Malgré tout, on peut saluer son respect paradoxal pour l'œuvre d'origine. Yu-Gi-Oh! En fait des caisses sur un scénario pas très sérieux parce qu'elle parle de personnages qui en font des caisses sur une activité pas très sérieuse. Tout ça pour un jeu de cartes. Plus que tout, le fait qu'ils se donnent à fond dans leur duel est communicatif, et selon qu'on adhère au délire ou non, on sera captivé par la série, mort de rire ou un mélange des deux. Les chara-design improbables, le ton super emphatique des dialogues et du générique occidental, les largesses du scénario qui part dans tous les sens, tout ça concourt à créer cet effet Yu-Gi-Oh! Assez unique par son jusqu'au boutisme. Ça passe ou ça casse. Il y a du bon et du moins bon, car l'anime ne sait pas toujours identifier ses véritables qualités, et donc oublie trop souvent de s'appuyer dessus et de les mettre en valeur. Néanmoins, on passe un très bon moment devant Yu-Gi-Oh! C'est une série loufoque, extravagante et qui n'a parfois aucun sens, mais il serait criminel de laisser croire que ça en fait une série débile. Elle ne l'est pas du tout. Au contraire, c'est parce que Yu-Gi-Oh! Duel Monsters est ce qu'elle est que cette série mérite qu'on s'en souvienne. À toi de jouer! C'est l'heure du duel!